enchantée, je suis Muriel Melot et j'ai la chance d'être business partner IT chez AG2R La Mondiale sur le périmètre santé-prévoyance. Et je suis venue accompagner un de mes grands complices qui est le responsable IT santé-prévoyance. Gilles de Souza, responsable IT santé-prévoyance dans les équipes de Muriel chez AG2R La Mondiale. Et du coup, Arnaud Berg, Sopraster Next, où je travaille avec Gilles et Muriel, pour Gilles et Muriel, sur le grand projet Calypso. Donc comme vous allez le voir, programme transverse avec des grands enjeux et dans un contexte de transformation agile safe. Donc on va vous parler justement de la réunion de ces deux mondes, le monde projet et le monde agile. Je vais laisser Muriel et Gilles présenter. Alors, je vais vous poser le contexte. Tac. Donc bon, peut-être que vous avez vu dans la presse spécialisée, hein, le AG2R La Mondiale s'est lancé dans un programme hyper ambitieux de refonte de la cave au grenier de son système d'information. Voilà, c'est un petit peu la symbolique qui est à droite. C'est-à-dire qu'on revoit nos socles technologiques, on revoit nos plateformes transverses de pilotage financier, puis on revoit en fait ce qu'on appelait dans l'ancien monde nos backs et nos fronts, et que nous avons appelé des plateformes tantôt originateurs quand on va être sur le cœur de métier et agrégateurs quand on va être plutôt sur les parcours de vente, l'interlocution client. Donc le projet Calypso, et c'est pas parce qu'on sait pas écrire, mais c'est bien Calypso avec un i, c'est le projet qui vise en fait à remplacer complètement le cœur de gestion santé-prévoyance. Donc pour ceux qui connaissent ce que c'est que la protection sociale, ça vous parle. Pour les autres, donc on gère des contrats complémentaires santé, traditionnellement appelés mutuels, principalement dans le cadre du collectif, hein, donc des contrats d'entreprise, mais aussi à destination des particuliers. Et on gère aussi des contrats de prévoyance, donc prévoyance au sens large, mensualisation, arrêt de travail, décès, incapacité, invalidité dans l'arrêt de travail, dépendance aussi. Et en fait, tous ces produits, on doit aussi garantir leur rentabilité, leur équilibre technique. Donc, dans le cœur de gestion, il y a aussi la gestion ce qu'on appelle, nous, les métiers aval, qui sont les actuaires, qui ont besoin, en fait, de tarifier, de suivre le risque. Donc un projet qui est ambitieux parce qu'en fait on s'est donné un an entre le top départ du cadrage avec Soprasteria et la mise en gestion d'un premier gros jalon. Donc on aime bien les défis chez nous. Et alors deuxième défi, c'est que à l'intérieur de cette plateforme, on a à adresser l'interopérabilité entre 3 solutions progicielles. Donc on passe d'un système legacy maison à la progicialisation. Et en plus, on choisit des progiciels qui doivent parler entre eux, qui ne sont pas du même éditeur. Et cette plateforme, elle doit communiquer avec tout le reste du monde. Et pour ça, on est passé dans un dispositif agile, un spirit safe, à l'échelle, avec un très gros train, parce que j'ai 12 équipes. Et surtout, avec une approche un peu particulière, c'est que j'adresse le build de cette plateforme-là, mais j'assure aussi le maintien en condition opérationnelle du legacy via le train. Et donc voilà, il a fallu lancer ce train, le mettre sur les rails, et ça n'a pas été une mince histoire. Et donc c'est ça qu'on vient vous raconter, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait face à un projet qui à passer du mode projet à l'agilité à l'échelle, mais avec des transformations métiers, avec des transformations de solutions, avec des transformations technologiques, évidemment méthodologiques, et un gros impact opérationnel. Et donc la grande question qu'on s'est posée, c'est comment gérer ce qui est en fait un paradoxe, c'est basculer dans de l'agilité à l'échelle, mais avec un jalon contraint, donc une date contrainte, et budget contraint. Voilà, mais on est toujours là, donc c'est que ça se passe bien. Alors on va faire le focus sur 3 axes, avec à chaque fois, on va reposer les enjeux et puis voir comment les limites aussi dans ce contexte de transformation agile et voir comment on y a répondu avec nos approches et pouvoir échanger ensuite ensemble sur ces différents.
Alors, en tant que sponsor IT du sujet, et puis moi j'ai toujours dit, si tu pilotes pas, si tu n'as pas des outils de pilotage, les 3 premiers enjeux sur cette notion du pilotage du projet avec le train, d'abord ça a été de dire, mais c'est quoi notre MVP? Voilà, c'est quoi notre MVP? Et quel jalon on va se fixer pour se dire qu'on atteint bien notre MVP à date contrainte. Ensuite, ça a été de dire, moi j'ai besoin de suivre ces jalons intermédiaires, parce qu'il va falloir que éventuellement je réajuste, je réalloue. Donc ça c'est le deuxième enjeu. Et puis, je suis une femme d'argent, c'est une grande difficulté. Et donc, mon sujet du « et à budget contraint et pas 1 euro de plus », j'ai besoin aussi, dans l'agilité, parce que l'agilité parfois laisse croire que l'argent tombe du ciel, donc pas du tout. Donc voilà, le 3e objectif que j'ai fixé, le 3e enjeu, j'ai dit « et il faut que ça soit comme avant, géré à l'euro ». Face à ces enjeux, SAFE apporte des réponses. Alors je vais parler ici de SAFE et du modèle opérationnel, donc qui est complètement inspiré de SAFE d'AG2R mondial, son petit nom le TOM, Target Operating Model. Donc les réponses du TOM là-dessus, elles existent. C'est un projet comme ça, donc on est sur un niveau gestion de portefeuille, donc sur des épiques, pour lesquels effectivement on est sur cette démarche, on vient définir un MVP, on vient affiner, identifier les features et on va les prioriser sur des roadmaps qui vont venir alimenter les PI. Et à chaque PI, ensuite, on va réajuster, s'assurer qu'on arrive bien à la valeur attendue. À la nuance près, que dans la théorie SAFE, je vais le dire comme ça, on est sur une démarche vraiment itérative où on vient aller valider une hypothèse au fur et à mesure, de manière itérative. L'autre point sur le suivi de l'avancement, c'est on a les PI. Au PI, on pose un objectif, on a le résultat, et puis on voit si on y est ou pas, on a une mesure de valeur business. Et enfin, pour la partie budget, on vient financer des chaînes de valeur. Donc là, si je me mets vraiment sur la partie LPM de SAFE, on fait nos budgets participatifs, on voit par rapport à la stratégie de l'entreprise, quelle chaîne de valeur on finance, et après on est en mode capacitaire. Ça, c'est la cible. Et AG2R mondial va vers cette cible-là. C'est bien l'objectif. Maintenant, comme le disait Muriel, on a un jalon contraint, on se lance seulement, on a 1 an pour le faire, donc la cible, on n'y est pas. Comment on fait? Comment on fait pour rester toujours vers la cible, mais avec ses limites? Alors je vais rappeler les quelques limites, mais que vous avez probablement tous déjà rencontrées. La première, c'est déjà un train qui démarre, il n'y a pas d'historique. Déjà, au-delà de l'appropriation de la méthodo, le simple fait de dire... En agilité, on a des features, on a des user stories, ils vont faire des estimations en point d'effort. C'est bien le modèle qu'on a poussé, mais derrière, moi je ne sais pas combien vaut un point d'effort, je ne sais pas comment estimer une feature. On ne veut pas non plus aller dans la réestimation en jour finement de toutes les tâches avec un cahier des charges complet. Parce que, ce n'est pas le modèle opérationnel qu'on veut lancer, et 2, même si on voulait le faire, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas parce qu'on a besoin de cette agilité, parce que comme le disait Muriel, tout est en train de se construire en même temps. Donc on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Malgré tout, on a cette limite. Et l'autre point, c'est que dans la théorie, à chaque PI, on itère, on fait la mesure, on voit ce qu'on a parcouru et on ajuste. Un PI, c'est 2-3 mois. Moi, je vous rappelle l'enjeu, on a 1 an, c'est 3 PI. On ne peut pas se permettre d'attendre un PI pour réajuster. Autre point, que vous avez aussi probablement tous déjà rencontré si vous avez lancé des trains, ou vers l'agilité même si ce n'est pas des trains, c'est... Au début, c'est pas facile pour une équipe, quelle qu'elle soit, quel que soit le contexte qui se lance dans l'agilité, sur un legacy. C'est pas un démarrage from scratch, comme on le disait à l'instant. Il y a un legacy qui doit faire tourner aussi, des habitudes. Arriver à concevoir, délivrer, développer, tester, délivrer du coup des US, des fonctionnalités en un sprint, quand bien même on a pris des sprints assez longs de 3 semaines, c'est pas à la portée, ça prend du temps. En général, on dit 1 ou 2 PI pour arriver à maturité. Donc aujourd'hui, on a l'effet que tous les trains que j'ai pu voir, que j'ai pu lancer c'est des US qui peuvent prendre plusieurs sprints pour délivrer. Donc pareil, en termes de mesure d'avancement, c'est compliqué à suivre. En tout cas, ça ne facilite pas. Et dernier point, là, pour le coup, il y a peu d'entreprises qui ont vraiment mis en place un LPM avec un financement de chaîne de valeur. AG2R mondial y travaille, mais n'a pas encore... On construit le LPM en parallèle. Voilà, c'est ça. Donc c'est en train d'être construit, mais là, comment on fait pour avancer?
Donc il y a plusieurs approches qu'on a mis en place. Je vais vous décrire avec quelques exemples, et puis je laisserai Gilles Muriel apporter un feedback en termes d'utilisation. Le premier, c'est sur les indicateurs d'avancement. Donc normalement, on voit ce qui est livré, ce qui n'est pas livré. On l'a vu, des difficultés à livrer à chaque sprint. On a construit des indicateurs intermédiaires qui permettent de mesurer un taux d'avancement même si les choses ne sont pas terminées. Alors on va pas mal parler d'outillage aussi, enfin en tout cas on s'appuie sur les outillages en place. En l'occurrence c'est Jira, mais les choses peuvent être faites avec à peu près tous les outils j'imagine. Et partager ces états intermédiaires. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne complètement cette notion super importante de livrer au plus tôt, mais on affiche les deux, et on mesure les deux, et on pilote avec les deux. Je vais vous montrer un exemple après. Ensuite, autre point très important, c'est que on avait tout le cadrage en amont. Donc on avait au moins toutes les features, même si quand même un gros travail pour bien estimer ces features et constamment réévaluer par rapport aux différentes transformations, quelles features sont nécessaires. Donc on a posé toutes les grosses briques qu'il fallait faire pour le projet. Et à partir des estimations et des historiques, on a pu poser une projection d'avancement qui, pareil, permettait de répondre à la question sans certitude, mais au moins donner une visibilité. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Et quand est-ce qu'on va y arriver si on veut? Et ce qui permet ensuite au pilotage d'ajuster. Et dernier point, sur l'atterrissage budgétaire, pareil, en s'appuyant sur tout ce qu'il y a à faire et sur le constater, permettre de pouvoir transformer ça en projection budgétaire. Se dire, ok, j'ai des story points, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin j'imagine que vous ne parlez pas story point sur les codires et autres. Donc en jour, ça donne quoi? Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Est-ce qu'on dépasse ou pas? Voilà quelques éléments de réponse qu'on a apportés. Je peux peut-être présenter un exemple. Peut-être présenter l'exemple, et puis Gilles dira... Donc, ça par exemple, donc là pour le coup on utilise, c'est intéressant, donc c'est Jira avec le plugin structure. Très pratique, j'ai découvert cette année, très pratique, qui nous permet de poser un avancement progressif et en fonction de l'état du backlog. Ce qui est intéressant là dans cet outil, encore une fois, c'est pas tant l'outil en soi, mais l'usage qu'on en fait, c'est que on fait une agrégation de la maille la plus fine dans les équipes, les user stories, jusqu'au niveau projet. Et juste en se basant sur les états, avec un peu d'outillage, on peut aller ressortir un avancement global sur une équipe ou au global du projet. Donc ça déjà, savoir où on en est, on en a beaucoup, il y a beaucoup d'attentes là sur les codires, sur les come-up et copies, c'est où est-ce qu'on en est, déjà pouvoir sortir ce chiffre-là. Et ensuite la projection, en fonction des livraisons de chaque sprint, de où est-ce qu'on estime atterrir par rapport à une courbe de projection initiale. Ce qui était important pour nous, c'est de s'autoriser en fait dans les indicateurs de pilotage, finalement de renoncer à certains indicateurs à un moment donné, au fur et à mesure qu'on avançait dans notre histoire. De se dire au fur et à mesure, tel indicateur, il n'est pas pertinent, alors qu'on pensait au démarrage qu'il allait être pertinent, mais on se rend compte sur le terrain que ça ne correspond pas à la réalité. Et donc on l'abandonnait et on faisait évoluer nos indicateurs en fonction. Et ça, toutes les semaines, on se reposait la question au fur et à mesure. Au début, on avait des camemberts avec des nombres d'US, etc. On se disait finalement, le découpage n'est pas homogène dans les équipes. Ce n'est pas un bon indicateur, donc on est passé sur autre chose. Et au fur et à mesure, il y en a certains qu'on a conservés, d'autres qu'on a abandonnés, d'autres qu'on a fait évoluer. Et on a construit au fur et à mesure en fait, nos outils de pilotage en se disant, on a le droit de renoncer à certains. Il y en a certains qui ne sont pas pertinents. On s'en rend compte dans les équipes au quotidien en se disant tiens, tel indicateur il est ouvert, pourtant mon équipe me remonte que c'est pas du tout ouvert, donc il y a un problème. Donc ça c'était du renoncement, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et avec des équipes qui partaient finalement de rien au démarrage sur le pilotage, qui avaient des habitudes sur le legacy qui ne sont absolument pas les mêmes. Donc au départ, on était parti sur un story point égale un jour homme, parce qu'il fallait bien qu'on parte de quelque chose. Et au fur et à mesure, les équipes se sont réappropriées la notion de vélocité et la capacité à l'évaluer au fur et à mesure des semaines. Sur la partie budgétaire, alors ce qu'on a fait, donc ça on l'a pas porté jusqu'en comité de pilotage, mais ça nous aidait. Alors c'est un exemple complètement fictif. On suit toutes les semaines, on comprend. Voilà, on comprend. C'est pas les vrais chiffres. Ce ne sont pas les vrais chiffres. On n'est pas allé jusque là. Mais le principe c'est le même. D'ailleurs c'est le même outil. C'est-à-dire qu'on avait un budget initial ici par équipe produit. C'est vraiment des équipes. Ouais. On est parti de ce qu'on avait. Donc on avait un cadrage, comme tout cadrage, c'est une estimation initiale. C'est quand même
super important pour nous de savoir quels ajustements sont nécessaires de manière générale ou aussi bien entre les équipes. Est-ce qu'il ne faut pas reventiler la capacité? Et les estimations agiles peuvent avoir une certaine limite dans cet exercice-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le lien entre toutes les estimations agiles et les consommations réelles des équipes. Et je reprends ce que disait Gilles, au début on est parti sur un point d'effort égal à un jour homme, mais dans les faits, même si on avait gardé et si on avait cette estimation précise-là, ça ne tiendrait pas compte de tous les coûts fixes, les coûts transverses, typiquement un PI planning, les réunions par-ci, etc. Donc là, on est vraiment sur les imputations réelles. Donc ça permet de reprojeter réellement en version optimiste, donc consommée, version optimiste et version pessimiste, quels sont les atterrissages sur l'année sur le projet. Et ça a permis de confirmer pas mal de choses. Déjà qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque sur le cadrage, même plutôt bon. Et que là où on voyait opérationnellement des difficultés, ça se confirmait aussi dans les projections budgétaires. Et à l'inverse, là où ça se passait bien, effectivement, c'était plutôt cohérent. Donc c'est un indicateur supplémentaire qui a pu aider. En complément, notre sujet, ça a été de nous dire à la fin du cadrage, on lance les équipes avec un staffing qui était basé sur nos unités d'œuvre du cadrage, et très rapidement d'ajuster dans les équipes le staffing. Donc, et les compétences qui étaient nécessaires, et aussi la charge de travail, parce qu'au démarrage, on n'en avait absolument aucune idée. Et c'est en suivant en fait ces tableaux de bord que pour certaines équipes, on arrivait à concilier ce qui nous remontait du terrain et ce qu'on avait dans les indicateurs pour pouvoir dire oui, effectivement, dans telle équipe, on a un besoin de renfort, à voir lequel, est-ce que c'est un business analyst, est-ce que c'est du développement, etc., pour pouvoir restaffer les équipes et rééquilibrer éventuellement le capacitaire d'une équipe à l'autre. Un complément, en fait, pour les équipes où on s'est aperçu assez rapidement que la projection constatée était bien au-delà de ce qu'on avait imaginé en budget, ça nous a permis aussi d'aller creuser, de comprendre pourquoi. Et on s'est rendu compte que certains, en fait, n'avaient pas vraiment compris ce que ça voulait dire d'intégrer une solution éditeur dans un écosystème. Et quand ils identifiaient, en fait, et ce que c'était que l'adopte, parce qu'on avait martelé en kick-off adopte, et pas adapt, en fait, ils faisaient de l'adapt. Et en fait, ils nous mettaient des US dans les backlogs. Et donc, ça nous a permis de rentrer vraiment dans le sujet et de leur dire non, mais là, ce que tu demandes, c'est pas à toi de le faire, ça doit être dans la backlog de l'éditeur, c'est pas à toi de le faire, de le compenser. Et donc, en fait, au lieu de répondre systématiquement positivement à du staffing supplémentaire, en plus de ce que disait Gilles, où on avait un point staffing régulier lié à ça, en fait, sur les cas particuliers où on constatait une tendance à vouloir aller plus, en fait, ça nous a permis d'identifier que dans cette transformation, dans ce changement, parce que tout à l'heure on va parler de la performance des équipes, en fait, il y avait aussi de bien comprendre ce que ça veut dire que de passer d'un outil maison où j'ai tout fabriqué à, en fait, non, j'intègre une solution qui a été fabriquée par quelqu'un d'autre et j'adopte ce qui me vend. Alors, donc, comme je disais, ça c'était, parce que moi quand je monte dans une voiture, j'aime bien avoir quand même un tableau de bord et des compteurs. Donc, deuxième sujet, parce qu'on l'a évoqué, comment j'accompagne les équipes et comment je développe la performance. Donc là, on a un petit peu dévoilé tout à l'heure, les enjeux ce coup-ci, ce sont 3 points. Alors d'abord, s'approprier effectivement le cadre, le TOM, le cadre de référence d'AG2R qui est assez proche de SAFe, mais aussi s'approprier le cadre d'architecture. Et on s'est rendu compte que cette appropriation du cadre d'architecture, c'était aussi les business owners, aussi les métiers qui devaient s'approprier. Donc c'était absolument majeur. S'approprier les technologies, c'est assez simple. Et puis on l'a un petit peu dévoilé tout à l'heure, on voyait bien qu'on avait vraiment un sujet de s'approprier les outils, donc notamment Jira, et les pratiques,
pour faire qu'on soit au bon niveau de maille, pas qu'on ait des US énormes qui fait qu'après on avait des schémas qui faisaient comme ça parce qu'il ne se passait rien pendant les sprints, comprendre ce que c'était que cette logique du delivery régulier, et enfin développer dans les équipes la capacité à travailler de manière totalement intégrée. Alors entre les équipes du train, parce que le train, on l'a construit dans une logique de chaîne de valeur, hein, de ce qu'on adresse en assurance, hein, donc en fait de la conception de produits, enfin, du paramétrage de produits d'assurance à toutes les phases de leur gestion et de leur pilotage financier et tout ce qu'on doit communiquer en amont et en aval de cette chaîne. Donc apprendre aussi ce que ça voulait dire, ces nouvelles façons de travailler entre équipes au sein d'un train et avec d'autres trains. Donc ça c'était en fait, ce sont les 3 grands enjeux aussi. Autour de les équipes doivent en fait acquérir des nouvelles pratiques, parfois des nouvelles compétences, et en tout cas il fallait développer cette performance-là. Alors, les pratiques d'expérience et la recommandation SAFe aussi, c'est la cible, on la connaît, on a des équipes auto-organisées, performantes, notamment avec le rôle très fort de Scrum Master, Team Coach et le duo qui forme avec le Product Owner. C'est ce qui fait, en tout cas, c'est ce qui est générateur de performance, c'est ce qu'on attend. Ensuite, en termes de transformation de lancement d'un train, en général, c'est minimum un PI, en général plutôt même 2, pour pouvoir arriver à vraiment des équipes qui tournent, qui sont performantes de manière agile. Là, on l'a déjà dit, hein, excusez-moi. On l'a déjà dit, nous on lance tout de suite, dès le premier PI, il nous faut des équipes performantes. Enfin, on a un jalon, on ne peut pas attendre 2 PI, parce que 2 PI c'est déjà le moment où on fait l'homologation. Voilà, donc les 2 premiers PI doivent permettre de délivrer le MVP. Du coup, les approches qu'on a pu mettre en place pour accélérer cette performance, justement. En fait, on est venu compléter en fait, la théorie, on va dire comme ça. Donc la théorie nous disait on peut démarrer avec des Scrum, des PO, des PM, fraîchement arrivés. On n'était pas dupes, on savait très bien qu'il y avait une courbe d'apprentissage importante à venir. Et donc on a complété le dispositif de 3 manières. La première, ça a été de demander aux managers, donc des managers opérationnels et des managers, des responsables de département chez nous, de prendre un certain niveau de rôle dans ce train. Les managers coach, c'était d'accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences à la prise de rôle PM, PO, Scrum, etc. Et les responsables de département, on leur a donné des rôles de référents au sein des produits. Pourquoi ce rôle ? Très vite, on s'est rendu compte que nous, en séparant l'organisation du train, qui est SAFe, et notre organisation hiérarchique, dans laquelle on a des rattachements hiérarchiques, responsables de département, responsables de service, etc., il y avait un certain nombre d'activités de responsabilité qui étaient perdues, qui n'étaient pas prises en charge par le train. Responsabilité budgétaire, responsabilité de staffing, responsabilité dans l'interlocution avec les éditeurs, contractualisation, convention de service avec les métiers, etc. C'est un tas de choses qu'on fait depuis des années dans le legacy et qui ne se traduisaient pas directement dans l'organisation du train. Donc ça, c'est le premier complément qu'on a posé. Le deuxième complément, c'est ce qu'on a appelé une enabling team transverse au train, avec des experts solutions, des experts en architecture, des experts en agilité, des experts solutions. Donc experts solutions par rapport au logiciel de marché qu'on intègre, et de manière transverse avec la nomination d'une personne de cette équipe, produit par produit, qui devenait le référent sur la partie solution technique et agile pour cette équipe. Et donc, avec ces 2 points-là, en fait, je veux dire, on encapsulait en fait, les équipes produits avec du management d'une part et des experts d'autre part. Le 3e point, ça a été de se dire sur des problématiques particulières transverses au train, typiquement l'éditique qui va toucher plus de la moitié de nos produits en direct. Ça a été de monter des task force, donc des équipes dédiées
à un moment donné, transverse, pour un temps donné, peut-être un PI, peut-être deux, pour aider les équipes de manière transverse dans la production de leurs livrables, dans la production des composants, etc., par rapport à des fondations type éthique, data, etc. Moi, je vais faire un zoom sur le sujet du management. Parce qu'effectivement, on passe pas, chez certains même, c'est 20 ans de cycle en V, où la responsabilité, c'est le manager de people et de contenu, il orchestre tout, à des équipes agiles en full autonomie, avec un PM, un PO, un Scrum qui comprennent bien leur rôle et qui... Et en fait, on ne transfère pas comme ça, du jour au lendemain, une partie de la responsabilité dans des équipes agiles, surtout quand il y a 12 trains. Alors, on avait anticipé, c'est-à-dire qu'avant le lancement, on avait formé tous les managers à ce qu'on appelle le management 3.0, avec tout ce que c'est que la posture du manager coach, etc. Déjà parce que certains, du coup, se sont posé la question en disant « Mais moi, demain, je vais être plutôt PO, PM, ou je vais rester manager de people ?» Donc déjà, ça, c'était quelque chose qu'on avait fait avant le lancement du train. Et assez vite, au lancement, on s'est dit, attention, on a un risque, c'est qu'en fait, la responsabilité, c'est pas que tu la transfères, c'est qu'elle va se diluer. Et il n'y a rien de pire quand tu es à date contrainte, avec le métronome là tous les jours, finalement, tout le monde est responsable, mais en réalité, plus personne ne l'est. Donc, et puis ensuite, il y a des managers, pour certains, qui ont eu l'impression de se dire « Mais moi, demain, c'est quoi mon job ? Je coche des cases, je valide des journées, je lance des bons de commande. » Mais... Donc en fait, très très vite, on s'est dit si on veut que ça fonctionne, il faut absolument accompagner ces gens dans cette transformation. Et qu'est-ce que c'est que la responsabilité dans une équipe agile ? Donc très très vite, on a mis l'accent sur le management. Ne serait-ce que parce que certains collaborateurs, ils en avaient encore besoin énormément. J'ai quelques managers qui cumulent PO et manager, mais ils savent qu'à un moment ils vont devoir choisir parce que les journées n'ont que 24 heures et qu'il y a un risque de s'épuiser et puis de schizophrénie à l'échelle. Donc pour moi, dans ce sujet du comment je lance comme ça un train dans l'agilité à l'échelle en passant des modes plutôt classiques, projet, cycle en V, attention vraiment à cette catégorie de collaborateurs que sont les managers, parce que leur job change quand même significativement. Et ces managers référents qui finalement adressent les problématiques RH, financières, tout ce qu'a évoqué Gilles sur 3, on a coupé la chaîne de valeur en 3. En fait, heureusement qu'on l'a fait très très tôt. Sinon, je pense qu'on aurait aujourd'hui des difficultés, parce qu'effectivement, on n'avait pas ces fameux 2 PI pour se roder. Et alors, dernier point, sur lesquels on a dû travailler aussi, innover, je dirais même. Oui, c'est une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même piloter le delivery de bout en bout, surtout avec la communication avec le reste de l'écosystème. Donc là, pareil, un des enjeux du train, c'est de coordonner toutes ces planifications en amont des PI planning. Donc ça, effectivement, c'était aussi un niveau sujet. Voir aussi comment, dans un PI, j'évite les blocages. Et puis le troisième enjeu, c'est, et ça moi j'y tenais parce que je pense qu'on en parlait tout à l'heure, pendant le kick-off, on a expliqué que c'était un des sujets les plus traversants du groupe, c'est d'identifier tous les points de blocage, parce qu'il faut absolument que le delivery soit fluide. On le disait tout à l'heure, l'exemple de l'éditique, c'est frappant, c'est que si tu prévois toute la chaîne mais que tu n'es pas fichu le jour J de t'assurer que tu envoies ce qu'il faut comme bonne information au client, c'est bon. Donc ça, pour moi, c'était aussi les autres sujets, les enjeux autour du delivery. Alors là-dessus, il y a plusieurs solutions qui peuvent être vues en fonction du contexte côté safe. On a toujours cette idée, de toute façon, que notre épique, notre enjeu stratégique vient être affiné en MVP, impact feature, qui seront ensuite servis par les différents trains. Si tant est que tout le monde soit organisé en train, ce qui n'est déjà pas le cas là, chez les Air Mondial, même si la plupart le sont. Ensuite, on a un pilotage de l'EPIC et une synchronisation par l'EPIC Owner avec l'ensemble des différents trains et des PM. Une autre possibilité, quand on est vraiment dans une forte complexité, avec une chaîne de valeur qui doit être servie par plusieurs trains, c'est de mettre en place un niveau solution. Donc avec tout ce qui va avec, un solution manager, architecte et training engineer. Dans le contexte AG2R mondial, comme on le disait, le LPM n'est pas encore déployé, même si le rôle d'EPIC Owner commence à naître et est en train effectivement de trouver sa place.
L'autre problématique, c'est, je pense que vous l'avez compris, on est sur une épique, sur la définition de l'épique, il n'y a pas de débat, Calypso c'est une épique, mais très complexe. C'est-à-dire que c'est servi par un train, 12 équipes, qui elle-même va adresser 5 autres trains, enfin c'est quelque chose de très complexe et sans niveau solution intermédiaire, donc qui va directement être servi par des features. En termes de pilotage, la complexité interplateforme est déjà là. Et en plus de ça, et un des points les plus complexes à en parler aussi, c'est que ces autres plateformes sont en train de se construire également. Elles-mêmes se construisent, elles-mêmes ne savent pas répondre à toutes les questions. On a démarré avec un cadrage, une vision assez claire sur la partie santé-prévoyance, mais on n'avait pas autant de clarté sur l'ensemble des plateformes. Donc on a une nécessité d'agilité, encore une fois, on n'a pas posé la question, mais l'agilité était indispensable. Alors comment on a répondu là-dessus ? On s'est inspiré justement du niveau solution. C'est-à-dire on n'a pas construit tout un niveau solution parce que là c'était pour servir uniquement une épique, mais déjà la première chose c'était de matérialiser ce bout en bout. C'est-à-dire chaque train va servir des features, on avait effectivement des features, des macro-fonctionnalités pour la santé-prévoyance, mais maintenant si on veut un vrai bout en bout utilisateur métier, il faut que je puisse partir de ma plateforme de gestion des demandes jusqu'à réception de la demande client, que je puisse l'envoyer dans mon back-office, comme disait Muriel, entre le front et le back, que ça aille jusqu'à l'éditique, etc. Enfin, on se rend compte que c'est complètement traversant. Et d'un point de vue métier, j'ai besoin de cette transversalité. Donc on a matérialisé ça par une notion de cas d'usage, équivalent si vous voulez une forme de capability pour les niveaux solutions, et le feature mapping associé au niveau de chaque train. Le deuxième point, c'est qu'on a mis en place une gouvernance dédiée. Alors, pas complètement niveau solution, mais on a repris les mêmes principes. Un BO décideur qui vient trancher, prioriser, arbitrer sur ces fameux cas d'usage. Un équivalent solution manager, expert métier pour aller affiner, préparer ces cas d'usage et faire le lien avec l'ensemble des PM. Et ensuite, un SPOC par plateforme. Ça peut être un PM, ça peut être un RTE. Et là encore, on est en train d'ajuster pour s'assurer d'avoir le bon niveau de dialogue avec chacune des plateformes. Et ensuite, un coach STE pour la mise en place de tout ça, qui est d'ailleurs ici, Hervé Mancoto, qui a mis ça en place de l'autre côté hier. On va le recroiser après. Dernier point, c'est mettre en place l'outillage, comme on l'a montré avant sur le suivi, l'avancement. On a mis en place la même chose en vision intertrain à niveau cas d'usage. Je vais présenter rapidement les exemples. Donc, voilà, exemple de cas d'usage. Vous voyez différents cas d'usage avec le feature mapping et les impacts sur chacun des trains. Donc la Spirit, c'est la santé-prévoyance, voilà, les espaces clients, la gestion des demandes, les fonctions de support. Je ne sais pas si vous me dites un mot sur les... Alors sur les cas d'usage, en fait, pour les business owners qui ne sont pas business owners à plein temps chez nous, ils ont en fait des responsabilités opérationnelles en gestion ou en direction technique, l'approche par le cas d'usage a été hyper utile pour eux pour arriver vraiment justement à identifier les sujets sur lesquels en fait, on peut démarrer sans. Voilà. Et en fait, ça a vraiment matérialisé tout ce qui était transverse. Ça a été vraiment la solution et on a mis quand même quelques sprints à se dire bon là maintenant il faut qu'on travaille par les cas d'usage parce que sinon en fait tout avait le même degré d'urgence et on n'arrivait pas à prioriser. Voilà. Et au sein même d'un cas d'usage, travailler cette version, quel est le standard, quel est le MVP du cas d'usage si vous voulez et comment on peut avoir une version avancée. Et ensuite sur l'outillage, pareil, donc nos cas d'usage, directement l'agrégation, de la même manière qu'on l'a vu à l'intérieur du train, là on peut agréger au niveau des cas d'usage pour avoir un avancement de tous les cas d'usage directement à partir des backlogs de toutes les équipes. Et alors là on s'appuie encore une fois beaucoup sur l'outil, mais chaque équipe est autonome sur son backlog, chaque équipe peut avancer et se concentre sur son delivery, mais on a la capacité nous de tout agréger, d'avoir une vision consolidée de l'avancement des différents cas d'usage. Et le SPOC aussi, pour fluidifier oui. En fait les priorisations inter-train ou inter-plateforme, ça c'était vraiment hyper utile parce qu'au début ça arrivait un petit peu partout. Parce que deux PM se parlaient, parce qu'un PO croisait un autre PO, etc. Et là, je veux dire, il y a un point d'entrée unique. Ça a aussi permis, parce que toujours le compteur tic-tac, tous les jours je leur annonce, il reste 138 jours ouvrés, 125 jours, voilà. Donc ça a aussi énormément permis de gagner en efficacité, compte tenu de notre contexte. Et justement, un rôle du SPOC très important, on demandait à chaque équipe de bien identifier la dépendance pour chaque autre train,
pour s'assurer, voilà, quelle est la date pour laquelle vous en avez besoin pour typiquement un contrat de service à droite, une livraison à gauche pour pouvoir avancer sur ses propres travaux, et s'assurer que personne soit dans l'attente de personne, et qu'on puisse tous avoir une vision complète pour pouvoir avancer. Conclusion? Alors, conclusion. Moi, je dis souvent que le mot agile, il est très trompeur, parce qu'en fait, il peut laisser penser que voilà, il y a une certaine souplesse. Moi, je considère qu'en fait, c'est l'inverse. Ça nécessite encore plus de rigueur que les anciennes pratiques. Et il ne faut pas sous-estimer toute cette dimension de pilotage pour adresser les problématiques au lancement. Parce qu'en plus, l'être humain, il a besoin de repères. Et en fait, tout ce qu'on vous a montré là en matière de pilotage, en fait, ça fédère. Ça fédère encore plus que quand on avance un petit peu à vue. Et puis, alors c'est vrai que tu as appris l'autre jour ce que j'ai dit, et moi je dis on n'a pas toujours le temps, et moins on a le temps, plus on a besoin d'indicateurs. Parce que plus on avance en fait vers l'objectif, plus il faut être certain que là où ne pas se tromper sur ce et quand je dois agir, et donc il faut avoir l'indicateur qui remonte, surtout quand on est sur des trains qui ne sont pas encore matures en termes d'autonomie, de responsabilité, de priorisation spontanée, on va dire, des sujets. Voilà ce qu'on pouvait vous partager. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Merci Muriel. En tout cas, merci d'avoir été très attentif. J'ai vu des petits visages qui faisaient ça par moment. J'ai vu que quand je parlais management, j'ai vu des petits hochements de tête. On va éviter des sujets rencontrés par tous ici. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup. Je vais en poser une. Du coup, vous avez complètement enlevé le concept de chef de projet en tant que tel. Le métier de chef de projet n'existe pas dans votre organisation. Non. Plus. Plus, on s'est rendu compte que dans la prise de rôle de certaines personnes, il y a des activités qui sont communes, hein, entre de la chefferie de projet et un PM, ou de la chefferie de projet et un Epic Owner, ou chef de projet et même Scrum Master d'ailleurs. Oui, nos meilleurs Scrum sont des anciens chefs de projet. Pour autant, non, ça n'existe plus en tant que tel. On a eu aussi en parallèle un travail, mais là à l'échelle du groupe, hein, de refonte des dits emplois repères, là où on redéfinit les missions et les compétences requises et par compétences les niveaux de compétences à avoir sur ces missions-là. On a quand même dans le groupe quelques chefs de projet qui restent, parce qu'il y a certains sujets qu'on adresse en cycle en V. Ils sont principalement sur des sujets d'orga ou sur des sujets voilà, effectivement très, très cycle en V, mais pas dans le train. Non. Donc là, il y a aussi une grosse conduite du changement. Parce que, et on y travaille, hein, c'est-à-dire que les managers qui vont évaluer à la fin de l'année les collabs, ils vont les évaluer sur ce qu'on attend d'eux dans les nouveaux rôles. Olivier, on parlait bien sur l'introduction, avant que vous arriviez, sur le fait que finalement, le rôle et la responsabilité va s'adapter en fonction du contexte local et des compétences et appétences de chacun. Alors, je vais donner mon ressenti, hein, je le vois bien justement chez H2R mondial, où à certains endroits, ça va être un Scrum Master qui va avoir cette posture, cette compétence chef de projet, à d'autres un PO, ça peut être dans l'enabling team, et c'est vraiment chacun avec sa compétence, son appétence, va s'assurer qu'on a quand même les basiques d'enjeux projet, même si la méthode change, voilà, fixer le cap, s'assurer qu'on y arrive, avoir le leadership aussi. Chacun va apporter en fonction de son rôle dans son contexte local. En fait, moi, on a passé 6 mois à réfléchir à comment on allait monter le train, parce qu'en fait, il y avait une option qui était de dire je fais un train juste pour construire la cible, et puis je laisse les anciennes équipes piloter le legacy. En fait, très vite, on s'est aperçu que dans les équipes, c'était senti par il y a les winners, il y a les losers. Et puis, on est un marché qui est très très contraint réglementairement. Donc, de toute façon, le legacy, tous les ans, il y a des enjeux. C'est pour ça qu'on a mixé, en fait, on a voulu mixer les sujets et les profils. Et on va pas se mentir, les product managers, c'était nos chefs de projet qui étaient presque même certains déjà des directeurs de projet. Voilà. Et puis qui avaient en fait un contact avec le métier, une légitimité, une confiance avec les business owners au top. Donc voilà. Et même avec ces profils-là, certains parfois ont un petit peu parce que vous savez, ce transfert de la responsabilité, je me mets dans la logique du chef d'entreprise de mon business, c'est pas évident tous les jours, parce qu'en plus ils sont tous différents. Donc
voilà, il y en a qui ont plus ou moins de personnalité, d'autres qui prennent par la douceur, donc bon, voilà. Aujourd'hui, les PO, bon, ça a été aussi... alors, il y a eu certains PO qui ont dû renoncer à leur poste de manager. Le cumul des mandats, ça faisait beaucoup. Et il y en a pour qui ça a été un deuil, et puis d'autres où, au contraire, finalement, ils se sont dit « Oh, non, c'est super, parce que j'ai pu... en fait, il y a eu la partie du rôle du manager qui me cassait les pieds, je l'ai pu. » Donc, bon, ça se passe aussi très bien. Comme je disais, par contre, c'est certains scrums pour qui c'est moins évident de prendre le rôle, et les meilleurs sont ceux qui étaient des chefs de projet, voilà, qui battaient la cadence, qui allaient voir tout le monde, qui se préparent. Il n'y a pas de secret, hein. Enfin, les champs on les change pas, voilà. Mais ça n'a pas été évident, hein, de faire le casting. C'est pas été évident de faire le casting. Ouais. Nous on a commencé en 2019, moi je suis Airbus, et j'ai juste un petit feedback pour vous, enfin, de ce que nous on a vécu, parce que j'entends tout ce que vous dites, ça me fait vachement penser à ce que nous on a traversé. Et je suis d'accord avec vous, les Scrum Masters, les PO, tout ça, les meilleurs c'est les anciens chefs de projet. Après 6 ans, vous les avez plus. Et en fait c'est un des biais pour moi du safe et de l'agilité à l'échelle, c'est que quand on le met en place, ça marche, parce que les gens, ils ont la culture de la chefferie de projet. Petit à petit, vous avez des jeunes qui rentrent, qui n'ont jamais vécu ça. Ouais. Et ça s'arrête de marcher fonctionnellement, correctement. Ouais. En fait, la difficulté qu'il y a à maintenir ça dans le temps, elle est grande parce que les rôles qu'on a en safe ou en Scrum of Scrum ou dans n'importe quelle méthodologie, vous allez vous retrouver avec la perte des compétences de chef de projet, puisque les gens ne vont pas le vivre. Moi, les jeunes qui sont aujourd'hui rentrés, on était déjà en safe, ils n'ont jamais eu un chef de projet au-dessus d'eux qui leur a fait faire du projet. Donc faire un jalon, prévoir un budget, faire un costing de quelque chose, pour eux c'est insurmontable. C'est insurmontable. Et en fait, il y a un biais dans la réussite du safe au départ, que nous on a vécu, hein, pour être clair. Il y a un biais dans la réussite du safe au départ, c'est que les ressources qu'on a, on a dit doivent avoir telle compétence, mais en fait ils ont d'autres compétences cachées qu'on n'a pas listées qui sont celles de chef de projet. Et ça, vous ne devez pas les perdre. Et ça, vous devez vraiment vous poser Et en la fait, question, en toute parce que transparence, c'est un on énorme pense problème. déjà à faire tourner certains rôles en fait. Mais il faut garder un petit peu de gestion de projet quelque part, sinon vous allez dans le mur, pas maintenant, hein. Vous allez réussir votre projet, tout, il n'y a pas de souci. Mais dans quelques années, c'est juste un conseil, si vous ne gardez pas ces compétences, le framework ne marchera pas aussi bien. Pour compléter ce que dit Christophe, parce que alors, lui chez Airbus, ça va être plus Paribas, nous avons eu exactement le même problème. Aujourd'hui, on est dans un constat de perte de compétences de chefferie de projet après 3 ans à l'échelle et 6 ans de mise en place de l'agile. On est en train de voir comment on va récupérer ces compétences. Donc on met en place tout un programme d'accompagnement sur la chefferie de projet. Et ce que dit Christophe à juste titre, effectivement, à partir du moment où les personnes n'ont jamais vécu la chefferie de projet à l'ancienne méthode, ils ne savent pas de quoi on est en train de parler. Ouais. Ça serait intéressant d'échanger avec les personnes du temps. Et pour autant, comment, ça fait 2 ans que tu m'en avais parlé, hein, et bien que je sache, c'est compliqué de remédier parce qu'il y a quand même, vous êtes en train de lancer votre histoire, il y a quand même un rouleau compresseur qui arrive et il faut que ça avance. Et malgré tout, il y a plein de sujets à traiter quand on met quelque chose à l'échelle. Et donc la seule chose que j'ai pu faire, c'est être attentif aux signes. Et quand les signes sont arrivés, c'était de dire attention, là il y a un problème. On a eu avant-hier une discussion avec quelqu'un qui n'avait pas fait de chefferie de projet, qui avait été Scrum, qui a pris maintenant un autre rôle, et qui nous dit non mais moi quand j'étais Scrum avant, j'ai jamais fait un plan de charge. Voilà. On s'est regardés tous les deux, on a fait tu vas apprendre. Et du coup, il faut garder les formations en rapport avec ça. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre en place, parce que nous, on a pris le mur. Enfin, gentiment, hein, tout continue à fonctionner. Mais on sent qu'il y a ça grippe. Et donc, du coup, c'est un conseil que je donne aux gens. Hein. C'est vraiment, n'oubliez pas ça, c'est qu'on a un biais de confirmation de notre fonctionnement, parce que les gens ont les compétences qui ne sont pas listées dans la job desk. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une dernière question, puis après peut-être continuer les échanges autour du repas. Il y avait une question ici.
Ouais. Une question là depuis tout à l'heure. Ah, 2 questions rapides. Vous parlez beaucoup des indicateurs. Avec autant de trains ou d'équipes en parallèle, comment vous assurez la non-divergence des indicateurs au sein de chaque équipe pour pouvoir les consolider? Eh bien, oui. Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. Il y a la cible, le cadre et l'agilité tactique. Vous avez compris, c'est un peu l'état d'esprit qu'on met en place. Donc déjà, il y a des travaux autour du TOM. Donc on a toute une équipe, H2A Mondial, toute une équipe qui travaille sur le modèle opérationnel. Et dans le cadre de ces travaux-là, il y a justement des harmonisations qui sont déployées au fur et à mesure pour faciliter tout ce qui est pilotage transverse et organisation transverse. Par exemple, que l'état d'une US ou une feature pour un train, pour une équipe, ce soit le même techniquement dans une autre équipe, et c'est tout bête, mais ça simplifie beaucoup de choses. Donc typiquement, ils ont déployé aussi, toutes les communautés de pratique. Et donc en termes d'outillage, ils ont déployé, et on a d'ailleurs accéléré là-dessus, hein, oui. pour s'assurer de ne pas refaire 2 fois le truc. Pourquoi elle aurait besoin d'indicateurs et pas les autres? Donc on a déployé des workflows communs pour tout le monde déjà, c'est le premier point. Donc c'est-à-dire que voilà, un état dans une équipe, c'est le même état dans les autres. Donc déjà ça permet d'agréger. Et j'ai envie de dire, le principal est avant tout là. Le travail n'a par contre pas été fait sur les estimations, mais est-ce que ça a lieu d'être fait, je ne sais pas. Mais voilà, en termes d'avancement, au moins on avait cette vision agrégée là. Et après, ce qu'on fait aussi régulièrement, Muriel l'a très bien dit, chaque semaine, on se pose la question, est-ce que c'est le bon indicateur? Est-ce que je ne suis pas sur une pastèque? Bien. Pastèque. Non, mais j'avais la même aussi, donc les pastèques, j'aime pas non plus. Non, mais c'est ça, on s'assure. Est-ce que mon tableau de bord là, ça correspond bien à la réalité? Et l'idée, c'était vraiment ça, c'était surtout ne pas s'appuyer que là-dessus, mais de converger entre les signaux, les remontées du terrain, tel indicateur et tel indicateur, pour avoir la vision la plus 360 et complète possible. Et si l'indicateur n'était plus pertinent, on ajustait. Et on continue d'ajuster à chaque fois l'indicateur pour qu'il soit le plus pertinent possible. Sur les estimations de charge, vous n'y êtes pas encore. C'est ça que je comprends. C'est déjà un exercice pas facile au sein d'un train. Ah oui, ça, alors du coup, avec les autres... Mais bon... Les vélocités, les points de fonction, ça s'homogénise pas. Non. Mais déjà se dire qu'au moins tout le périmètre est identifié pour chacun des trains et qu'on sait dire l'avancement... Parce qu'en fait, en fonction de la solution qui a intégré, ce que j'expliquais, il y a plusieurs solutions, de toute façon, c'est pas les mêmes points de vélocité. Oui. C'est sûr et certain. D'ailleurs, même au sein du train, on a parlé d'un legacy, développement de nouvelles solutions. On a bien dit aux équipes, pareil, vision pragmatique, vous embêtez pas à mon dernier petit truc que je partage, le plus surprenant, hein, c'est que côté legacy, ça a accéléré le delivery, mais alors un truc de folie, quoi. C'est eux qui se sont le mieux approprié le truc. Et il y avait une dernière question, je crois. Oui, vous avez parlé de 12 équipes dans le train Calypso, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que vous les avez onboardées tout au lancement du train, ou est-ce que ça a été pro? Alors, pour être transparente, on avait un petit peu d'agilité. On avait adressé les années passées certains projets, certains sujets en agilité. J'avais une équipe très réfractaire au changement. Alors, quand je vous dis très, avec en plus même un nid syndical. Et qui était en plus en hyper maîtrise vraiment, on va dire, hein, du système de leur périmètre historique. Et donc alors, ceux qui me connaissent un peu savent que moi, quand il y a une difficulté, souvent c'est celle que je prends en premier, j'adore. Donc c'est eux que je suis allée voir et j'ai dit, vous allez servir de pilote. Voilà. Et à peu près 9 mois avant, on leur a dit, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, vous êtes ceux qui sont encore plus en maîtrise du sujet, donc on va commencer par vous. Et on n'a pas lâché, et on n'a pas lâché. Et en même temps, ils nous ont servi d'observatoire, hein. Franchement, on va dire les choses. Donc en fait, on s'est fait la main avec eux, d'où la réflexion sur la posture du management, le PO, le double rôle, etc. Dialogue social aussi au passage, hyper important parce que quand vous réussissez à faire sourire une déléguée syndicale FO, donc personne n'avait jamais vu dire bonjour depuis des décennies, donc j'en ai déduit que ça avait été efficace. C'est hyper important hein, dans le changement de dialogue social. Hein. Je peux vous assurer que voilà, quand on va voir nos partenaires sociaux pour leur expliquer tous ces changements, c'est un exercice de style. Et en fait, voilà, cette équipe-là, qui était franchement la plus réfractaire,
à finalement montrer aux autres que c'était possible. Et du coup, quand on a fait le lancement du train, on en a 11 autres. Voilà, on en Qui a avait fait planning 1, toute l'équipe. tout le monde. On était à peu près 200. Voilà. Et c'est des équipes de combien à peu près, enfin en fourchette? Bah, la C'est plus petite, 8, enfin, ouais, la plus petite c'est 5 et la c'est plus 6 à- grosse ouais, 6 à 8. Ouais, la moyenne c'est ça. Et puis après, il y a tout ce qui est hors Covid, voilà. évidemment, PM, architecture, etc. Donc on est à peu près 200 avec Sopra. 200. Et les deux éditeurs. Simple, pour commencer. Ouais. C'est pour ça qu'on adapte. Voilà, mais en tout cas merci pour les échanges, c'est très Merci à utile. tous. Merci. Merci Doreen, merci.